Dalila. Zama Dalila. 504, elle était belle celle-là. Et regarde Dalila. Il y a Boboche, non? Je sais pas, je vois pas. G5. Non, non. Ça c'est la rue. Là-bas c'était la Ça, rue. c'est la rue de la G5. Goutte d'Or, ça. Bah ça c'est ma rue. Oh là là, je vais voir mon immeuble. Oh bah je vois rien de... Ah non, 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 là, 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 là. Après le canon blanc. Oh c'est mon immeuble, mes fenêtres. Oh là là, ça fait tout drôle. Oh. Putain, comment ça a changé. L'hôtel, oh là là. C'est méconnaissable. Mon immeuble, il a été détruit. Il est tombé, mon immeuble. Il Tombé existe complet plus, complètement. Ouais. Il a été détruit. Et maintenant, c'est quoi? Alors, il n'existe pas, en fait, c'est un passage. C'est le passage Boris Vian. Voilà, mon immeuble, il était là. C'était le 15 rue de la Goutte d'Or, il était dans ce passage. Nous, on habitait au 15. C'était souvent des travailleurs. Il n'y avait pas tellement de familles. C'est venu un peu vers la fin, les familles. Mais c'était beaucoup des travailleurs qui avaient donc leur famille en Algérie ou au Maroc, qui ont fait venir leur famille. Je suis un peu nostalgique de ce temps-là, mais bon, c'est une autre vie. Moi, ma vie, elle a changé de toutes les façons, donc c'est complètement une autre vie. Mais c'est vrai qu'à chaque fois que je passe devant, je revois quand même mon immeuble. Hein. Je le revois, je dis tiens, il y avait ça, c'était comme ça. Moi, je suis très nostalgique de toutes les façons de la vie de la Goutte d'Or avant. C'est un village. Pour moi, ça représente ça, un village où tout le monde s'y sent bien. Tout le monde, toute race confondue, s'y sent bien. Pour moi, c'est ça la Goutte d'Or. Alors dis-moi, l'ancien, quoi de neuf depuis tout ce temps? Rien de spécial, de pire en pire. De pire en pire, comme tu vas à Château-Rouge, de pire en pire. Rien de spécial, rien de nouveau. Ah bon? Voilà, rien. Et qu'est-ce que tu bricoles? Là, je suis dans la sécurité, je suis vigile, dans une pharmacie. Sinon, je survis. C'est pas je vis, je survis. Tu es? Je survis. C'est-à-dire? C'est-à-dire le moyen d'un smigger. Ouais, mais t'as un bel appartement, je suppose. Un bel appartement, j'avais de la vie, j'ai des HLM comme tout le monde, comme tous les Mohamed. Comme tous les Mohamed? Voilà. Et c'est quoi un appartement de Mohamed? L'appartement de Mohamed, c'est F2. T'es tout seul? Non, avec ma femme et ma fille. F2? Ouais, F2. Cher? 536 €. Dans la Goutte d'Or? Si on veut, dans le métro La Chapelle. C'est toujours Ouais, à 18h. côté, ouais. Ouais. Toujours quartier Goutte d'Or. Ça va, là-bas, alhamdoulilah, toi aussi. Un copain? Un ami de longue date. Il y a que des amis de longue date ici. Moi, oui, ça fait 31 ans. De quartier? Ouais. Qu'est-ce que t'aimes bien ici? J'aime bien le métissage. Il y en a au moins 50 à 54 nationalités ensemble. J'aime bien le métissage. Mais bon,
L'intégration, on est tous intégrés. Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut dire l'intégration. L'intégration, il faut qu'on rentre dans le mur pour que je me sente que je suis intégré. C'est quoi l'intégration? On paie comme tout le monde, on est tranquille comme tout le monde, mais intégré de quoi? Je suis là, j'ai vécu, j'ai passé le 3/4 de ma vie ici. Les origines, c'est tunisien, comme tout le monde, hein. Chacun il a ses origines. Il y a personne qui est 100% Lacoste. Chacun il a ses origines. Mais on est tous pour la France. Bah, à bientôt. À très bientôt. Je suis né à la Goutte d'Or en 1953 et j'ai tout le temps habité le quartier, à l'exception d'une petite période de 2-3 ans dans les années 70, début des années 70, où j'ai déserté le quartier pendant un temps. Je pense que la vie à l'époque, la vie sociale, culturelle était moins forte. Le poids des associations aussi était moins présent. Alors il y avait quelques associations culturelles, hein, évidemment le FLN qui pesait très lourd dans le quartier et qui imposait sa loi. Hein. Le FLN qui a posé sa loi, tu peux préciser? Ça se traduisait par quoi? Ça se traduisait que les commerçants étaient de gré ou de force proches du FLN et finançaient les activités du front. Le matin, quand j'allais à l'école, je savais si j'étais en retard. À l'endroit où je croisais, entre la rue Mira et la Villa Poissonnière, la patrouille de Harki. J'ai souvenir du commissariat qui était le long du métro aérien, avec le blocos en béton, les armes automatiques, la meurtrière pour les armes automatiques. Et je me souviens de temps en temps, alors c'était pas tous les jours et ni tous les soirs, de quelques échanges à l'arme automatique entre les forces de l'ordre et notamment les harkis et les hommes du FLN quand il y avait des rafles. Ou même quand je sortais, j'étais aussi sur Murat, quand je sortais de chez moi, très souvent le café du 10 était l'objet d'une rafle et vous voyez tout le monde les bras au mur comme pendant les années noires de la dernière guerre. Avec des hommes armés derrière qui les tenaient en joue. Enfin, quand on a 10 ans, ça marque. Et puis j'ai des souvenirs beaucoup plus violents, je dirais, sur quelques pratiques de torture dans le commissariat de la Goutte d'Or, où j'ai vu arriver chez ma mère qui avait quelques contacts avec des intellectuels français qui soutenaient le FLN, où on a vu débarquer des individus à qui on avait fait boire de l'eau de Javel. Ce qui, quand tu as 8-9 ans ou 7 ans, laisse un souvenir quand même assez... surtout dans un petit appartement de 2 pièces. Donc en fait, il y a eu une sorte de résonance de la guerre d'Algérie dans le quartier. Oui. Ah bah oui, c'était quand même un des quartiers, pas le seul évidemment, mais c'est un des quartiers où... la guerre d'Algérie a été vécue quotidiennement et physiquement par les habitants du quartier. Quel qu'il soit. Quel qu'il soit. Parce qu'elle ne pouvait laisser personne indifférent. Ce qui se passait là-bas était vécu quotidiennement ici. Par les informations qui arrivaient, par le soutien qu'apportaient les populations du quartier aux militants algériens. Et puis parce qu'il y avait, alors progressivement, moi j'étais gamin, moi je me souviens,
Je me souviens du soir où De Gaulle a lancé son appel à marcher au Bourget pour empêcher les généraux d'Alger de débarquer. Et ma mère nous a embarqués, mes 2 frères et moi, en disant on va au Bourget. Et on a commencé à marcher vers le Bourget à je ne sais plus quelle heure du soir. Quand même, voilà, c'était bon, ma mère n'était pas militante, mais elle suivait l'actualité, puis elle était en contact avec des gens qui étaient soit des professeurs de fac pour qui elle travaillait, et donc elle était un peu à la marge, imbriquée dans tout ça. Donc on avait, dans nos 27 mètres carrés, on vivait tout ça. Les miradors, les contrôles de police. Les miradors, les contrôles de police, moi j'en ai moins le souvenir parce que gamin, j'ai jamais été confronté. Je voyais bien les contrôles de police, notamment le long du métro aérien, mais également dans les cafés. Dans les cafés arabes du quartier, on avait très fréquemment des descentes de police, soit directement de la police française, soit des harkis notamment, qui étaient les supplétifs de l'époque. Et très récemment, à l'occasion des opérations de rénovation, on a vu réapparaître de vieux slogans du FLN sur les murs du quartier, à l'occasion de destruction. On voyait des peintures ou des graffitis qui ressurgissaient dans le quartier. J'en parle avec le sourire maintenant parce que ce sont des souvenirs d'enfance pour moi. Moi, j'ai jamais été... quand vous voyez un gars qui arrive, qui crache toutes ses tripes parce qu'on lui a fait boire de Javel, oui, ça c'est dur. Mais je dirais que ça reste un souvenir d'enfant. Puis nous, on n'a jamais été inquiétés dans notre vie individuelle. Mais ça fait prendre conscience. Ça a conduit, je pense, à la guerre d'Algérie. Après, on est baigné dans la guerre du Vietnam. Et après, on est baigné... je crois qu'il y a une... Moi, c'est ce que je garde du quartier. Hein. Voilà, c'est de mes 10 ans, voilà, c'est la guerre d'Algérie. L'idée de la rénovation, ça fait quand même un moment qu'elle traînait, quoi. Hein. Et puis on ne savait pas trop comment attaquer tout ça. Et puis après, c'est Jean-Pierre Pierre Bloch qui a décidé de s'attaquer à la rénovation. Sur l'idée que la Goutte d'Or, il faut raser un peu la mémoire quand même, parce qu'elle évoque la guerre d'Algérie, elle évoque la prostitution, elle évoque la classe ouvrière. Un Zola, il en a mis une couche qui n'est pas tellement valorisante pour le quartier. Donc l'objectif, c'est faisons de la rénovation, mais en même temps on efface la mémoire. Et puis il y avait une pression de l'extérieur où il y avait plein de gens qui voulaient venir ici pour faire des achats. Les prix soi-disant sont intéressants. Donc cette population disait vous avez des choses intéressantes à vendre, mais nous on a peur, donc faites quelque chose. Tout ça, ça donnait l'idée de la rénovation. Il faut dire que la Goutte d'Or, elle était précédée par des événements absolument énormes, qui étaient la présence d'Action Directe. Là, pour le moins qu'on puisse dire, c'était chaud, quoi. Hein. Chaud dans tous les sens du terme, parce que ça coignait, ça tapait, ça flambait, etc. Quoi. C'était des rapports toute la journée, c'était très tendu, quoi. Hein. Le siège, il était à côté, là, hein, au passage Poissonnier.
Donc, avant, il y avait l'histoire de Gélali, qui était une véritable révolution dans le quartier. Donc, le jeune qui s'était fait descendre à Poupourtan, là, au 50e rue de la Goutte d'Or, je crois, oui. Quand il est descendu, le concierge, il a attendu avec son flingue, quoi. Et puis avant, ben, c'était les occupations des immeubles de la SNCF, quoi. Hein, il y avait des squattages en série. Donc tout ça, ça donnait une image. On se disait, la rénovation, ça va péter, ça va pas péter, quoi. Hein. C'était... Puis après, il faut dire aussi que ben, il y avait un racisme quand même assez important, quoi. Hein. La racisme de la part de qui? Ben, les blancs, les vieux blancs, quoi. Hein. Les vieux blancs qui habitent dans le quartier. Oui. Et ce racisme, il est traduit de façon absolument merveilleuse dans un film qu'on appelle Les Ambassadeurs, et qu'on peut toujours trouver, et qui est joué par les habitants du quartier, quoi. Hein. Oui, y compris, il y a des habitants et les jeunes dedans. Il y avait d'autres événements, quoi. Par exemple, à la Boulangère. Il y avait du côté du 28 rue des Gardes, l'immeuble qui fait le coin avec les rues des Gardes. Il y avait une boulangère qui était un peu raciste, même très, quoi. Ben, elle s'est fait défoncer sa boutique, quoi, hein, par les mômes du quartier, quoi. Le soir, ils sont arrivés à coups de pavé, il restait rien, quoi. Hein. Et là, après, on a eu quelques affichages, on va assainir parce qu'il y a trop de draps à la Goutte d'Or, quand même. Ça, je l'ai vu afficher, quand même. Voilà. Quand tu dis on, parce que tu fais... Ouais, c'est le on en ce qui te concerne toi, c'est en tant qu'habitant ou c'est en tant que participant à la vie du quartier ou... Moi, j'ai toujours été un acteur, quoi. Enfin, j'ai essayé de m'impliquer. Hein. Bien sûr, en tant qu'habitant, non. Habitant, ouais, non, j'ai été un acteur, je voulais, voilà... je voulais que ça réussisse, voilà, pour la promotion du quartier, pour le... moi, enfin, acteur, ouais, mais pas tout seul, quoi. Hein. J'étais toujours très organisé au sein d'un comité de lutte, au sein d'un comité de logement, un comité de rénovation. Enfin, voilà, j'ai toujours très organisé, quoi, pour que la rénovation se passe bien, pour le droit au logement, quoi, hein, parce que c'était quand même l'objectif, quoi. Hein. Le problème, c'est pas de rénover, mais de rénover pour qui? Avec la question que vont devenir les habitants qui sont là, que vont devenir les vieux immigrés, et après, quand tu rénoves, il fallait un jardin, il fallait des écoles publiques, il fallait des crèches, il fallait une bibliothèque, tout ça, quoi. Hein. C'est ça la rénovation, c'est tout un ensemble. Qu'est-ce qui sont devenus les gens? Les gens? Les gens qui habitaient les vieux immeubles insalubres. Ben moi, j'étais étonné. Enfin, au départ... Enfin, l'idée, c'était quand même, on rase et puis vous allez voir ailleurs, quoi. Hein, voilà. Et le plus loin possible. Par exemple, je me souviens, là, je crois que c'est le 6 rue Lagouette, hein. Oh, attends, on leur a proposé des logements à 50 km de Paris dans la forêt, quoi. Donc là, évidemment, ça pareil, ils se sont révoltés, quoi. Mais l'idée a très vite pris, quoi. Hein, très vite, c'était le mot. On avait donné un mot d'ordre, voilà, à celui qui veut, quoi. Hein. On est là, on reste là, quoi. À la point, il n'y a rien à discuter. Voilà, ça c'est un mot d'ordre. On ne bouge pas. Tous ceux qui veulent rester là, jusqu'au dernier. Voilà, et ça marchait, quoi. Voilà. Ça a commencé comment, la rénovation? Premier événement marquant de la rénovation? Ben, le premier événement de la rénovation, c'est le 37, quoi. Hein, le 37 rue Polonceau, qui était aussi un tripot, qui était... il y avait à la tête un marchand de sommeil, etc., quoi. Et il y avait un immense terrain, notamment il y avait par derrière, il fallait du terrain pour reconstruire le commissariat. Le truc, la pharmacie qui était sur le terrain, elle était branlante aussi, donc voilà. Mais là, il se heurtait à un gros, quoi. Il y a une résistance absolument énorme, quoi. Énorme, et puis d'autant plus qu'on avait des dossiers, on avait construit, il y avait toute une... La résistance, c'était quoi? Ben, la résistance, c'est on est là, on bouge pas. La résistance, c'est qu'on peut prouver qu'on est des vrais locataires, qu'on paye, qu'on a des droits. Et donc, en conclusion, on veut rester là, quoi. Donc, c'était... Et les gens n'ont pas bougé, quoi, jusqu'au moment où ils étaient quand même mis dehors par la force. Après, on a occupé je crois que c'est la salle Saint-Bruno, si je me souviens bien. C'est la salle Saint-Bruno. Ouais. Ouais. Mais là, l'idée, elle était difficile quand même à faire passer, parce que le soutien n'était pas évident, quoi, au départ, hein. Parce que c'était des immigrés, c'était louche, on ne savait pas trop si c'était un foyer, on ne savait pas trop si c'était un tripot, si c'était les deux, ils étaient considérés comme un peu, enfin là les bonnes âmes, ils disaient c'était des gens sales, quoi, donc on ne peut pas trop, et ils ne savent pas gestionner leur immeuble, etc.
Donc nous, il fallait qu'on prouve A plus B, quoi, voilà. Ici, on reloge pas les gens en fonction de leur couleur ou de leur, et c'est des bons pères de famille ou pas, mais j'habite là, j'ai des droits, donc je reste. Et ils ont fait un cahier de revendications, donc et là, ben, ils ont gagné, quoi. C'était relogement 100%. C'est là que ça a reviré, que la mairie ou les pouvoirs publics, ils ont compris que par la force, ils n'arriveraient à rien, quoi. Ça, c'est évident. Donc là, le pouvoir public, Office HLM, les aménageurs, première claque. Et l'idée, c'était, ben, si c'est ça la goutte d'eau, c'est foutu, quoi. Donc, la rénovation. Donc, on va commencer par discuter. Je me souviens, on avait une grosse réunion, immense, énorme, une centaine de personnes à l'hôtel de ville, à la mairie, pour nous informer de la rénovation, des objectifs, etc., quoi. Donc, les associations, on avait préparé la réunion avec on avait pris des notes, tout ça, quoi. Et puis, la réunion, je crois que ça devait être à 2h, et 2h, Juppé n'était pas là, quoi. Et à 3h, Juppé, son équipe n'était toujours pas là. Puis un peu plus tard, quoi, les portes s'ouvrent, Juppé avec son équipe arrive, et il nous dit, messieurs, mesdames, voilà, si je vous écoute, moi, je ne fais jamais rien. Donc, voilà ce qu'on a décidé. Et il nous a informés en un quart d'heure, quoi, hein, de l'avenir de la rénovation, comment ça allait se passer, tout ça. Et il a dit, messieurs, mesdames, la séance est terminée. Donc on est reparti. Et il nous a informés, voilà, de la rénovation, ce qu'allaient devenir les gens, etc., quoi. Donc on a fait un peu... Après on revient, on informe un peu les gens, c'est là que la résistance s'est organisée, quoi. Hein. Mais c'était quand même un coup dur, quoi. Donc c'était le mot d'ordre de Juppé, malgré son... Là, je pense que... Voilà, c'est un homme... je considère comme un homme intègre. Mais le dialogue, il n'avait pas bien compris encore, quoi. Hein. Voilà ce que j'ai décidé. Donc, la réunion, c'est pour vous informer, c'est pas du tout pour discuter avec vous. Donc, après, interviennent, ben voilà, un tas d'immeubles, il y en avait une quinzaine qui étaient mobilisés. Une quinzaine d'immeubles, quand je dis mobilisés, ça veut dire que chaque immeuble, il y avait un comité de lutte, hein, sur la base d'un cahier de revendications. Le soir, il y avait une réunion, on prenait les notes, qu'est-ce que je veux, est-ce que j'accepte de rester, je signais que je resterai jusqu'à ce que le dernier soit relogé, enfin voilà. Et il y avait, dans chaque immeuble, il y avait ce qu'on appelait vulgairement, il y avait un trésorier, hein. Souvent, les gens, ben, ils versaient, ils mettaient une partie du loyer pour la rénovation, pour retaper l'immeuble en attendant le relogement, etc. Il y avait, je me souviens en 23, ils avaient élu un ministre des Affaires extérieures, des Relations publiques, quoi. Ouais. Il y avait une équipe d'entretien, ils ont fait des travaux, etc. Enfin, voilà. Et c'est eux qui discutaient, une fois que le cahier de revendication était fait, quoi. C'est eux qui allaient à la mairie et discutaient avec les pouvoirs publics pour dire voilà ce qu'on veut, quoi. Et ouais, manque de peau, si vous lâchez pas, on bougera pas, quoi. Donc globalement, on peut dire que les gens Ouais. qui vivaient avant la rénovation sont restés... Enfin, ceux qui ont Ceux qu'on voulait sont tous restés là. Et à mon avis, ils ont pu rester beaucoup plus nombreux qu'ils voulaient. Parce que l'idée sur laquelle était partie la mairie et les équipes de rénovation, c'est une partie de la population et les clandestines, une partie de la population et les sans-papiers, et les instables, etc. Et ils se disaient, dès qu'on va attaquer, toute cette population, elle va fuir. Manque de peau, ouais, la population, elle avait des papiers, elle pouvait prouver qu'elle était là, même si c'était de la suroccupation, quoi. Et donc, elle faisait partie des revendications, on est là, on reste, point, ils ont été relogés. En plus, beaucoup plus que la mairie s'y attendait, quoi, voilà. Y compris les personnes âgées qui ont pris une grosse part active, vraiment active, quoi, à la rénovation, parce que elles ont organisé de la résistance, quoi, hein, et notamment des femmes, et des femmes âgées qui avaient organisé leur immeuble et qui avaient fait des élections. Enfin, ça se passait vraiment assez démocratique, quoi. C'était important, ça. Et dans d'autres immeubles aussi, il y avait des femmes qui étaient responsables d'immeubles. Ça, c'était un peu... Enfin, on a découvert, quoi, toute une population âgée qui a sûrement avait visiblement une vie militante, hein, une vie syndicale, qui savait s'organiser, quoi. Hein. D'où vient il y a une tradition de lutte dans ce quartier ? Ben, dans ce quartier, j'en sais rien, oui, forcément. Voilà, à travers la guerre d'Algérie, on savait s'organiser, on savait se mobiliser, on avait ses réseaux, etc., quoi. Hein. Mais c'est aussi un quartier de travailleurs, quoi. Hein.
Les gars, quand ils allaient chez Renault, hein, les gars, quand ils allaient, moi j'en ai connu des mordus, hein, et qui travaillaient chez les Pilwonder à Saint-Ouen. Mais ils avaient des traditions de lutte par derrière, quoi. Hein. Donc ils se battaient sur le lieu de travail, mais quand ils venaient ici, il fallait pas trop les chatouiller, quoi. Hein. Donc voilà, ils reprenaient, ils avaient l'habitude des réunions, on en avait des copains dans certains immeubles, c'est des orateurs hors pair, quoi. Quelles sont les traces du 19e siècle, qui est le point de naissance du quartier? Ouais, alors comme on a, enfin quand je dis on, c'est au comité de tous les habitants, voilà, on en a râlé, ils ont refait quand même, alors au 45 je crois, hein, ils ont refait un immeuble tel qu'en 1860, Louis-Philippe. C'est l'immeuble typique de l'époque qui est assez grand, qui est assez joli, avec la cour intérieure, les petites boutiques pour les chevaux, etc. La fontaine, c'est resté tel quel. Là, ils ont fait un effort. Après... Et qu'est-ce qui reste comme trace? Qu'est-ce qui a été préservé comme trace du passé? Intact, je dirais. Intact, à part ça... Il n'y a eu rien, quoi. Tout le reste, c'est que du HLM hein, moderne, dans le style, comme l'objectif, hein, c'était pas de garder des traces. Hein, l'objectif, c'était de banaliser. Hein. Il y en a marre de la goutte d'or qui est toujours originale, qui voilà. Hein, donc la banalisons et la banalisation, c'est tu fais des murs blancs, tu fais les carrelages blancs. Et voilà, les façades, c'est les mêmes qu'à Saint-Ouen, c'est les mêmes qu'à Saint-Denis, c'est les mêmes qu'à... Voilà, il n'y a plus la frontière, elle a disparu, quoi. On ne vient plus voir la goutte d'or parce que c'est un monument historique au point de vue architecture, quoi. C'est la banalisation la plus plate qu'on ait pu faire, quoi. Voilà, banalisation, pas... Mais ça, à mon avis, ça répond à des objectifs précis, quand même, qui sont des objectifs idéologiques, hein. Comme ils ne sont pas arrivés à évincer la population, après on la banalise. Et moi, j'ai toujours dit que c'est grave de banaliser un quartier, mais quand je dis banaliser, c'est la population qu'on banalise. Hein. C'est elle qui fait les frais un peu de ce mépris, quoi, qui n'est pas valorisé. On aurait pu faire, il y avait une équipe de jeunes architectes, même bénévoles, quoi, hein, et qui avaient beaucoup d'imagination. Mais ils n'en ont pas tenu compte, ils étaient mis à l'écart, quoi. On pourrait dire la goutte d'or, c'est la mémoire effacée, quoi. Oui, absolument, oui, à part les habitants qu'on n'a pas pu évincer ou trucider ou je ne sais pas comment, mais au point de vue architecture, locaux, il reste quand même pas grand-chose. Hein. Attends, il fallait finir une histoire quand même. Alors au bout de 18 ans et demi, de 18 ans et 6 mois de squat, en bonne et due forme, voilà, donc arrive, voilà, vous êtes relogés tous à 100%, et là, le leader, il a dit... Moi, je ne quitte pas si vous ne m'offrez pas un frigo. Ah je te jure, il est relogé à la Porte de Saint-Ouen, il est parti avec un frigo sous le bras. Ah ouais. C'est comme ça que ça s'est terminé. C'est la petite histoire, mais jusqu'au bout, voilà, ils ont gagné haut la main, voilà.